Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a été reçu mercredi par le chef de l'État Joseph Kabila. Coopération bilatérale, sécurité, organisation des prochaines élections, dialogue entre la classe politique congolaise étaient au centre de leur échange. Impôts et fiscalité, la Direction générale des impôts poursuit sa sensibilisation auprès des assujettis de l'impôt sur le bénéfice. Les contribuables n'ont plus qu'1 jour pour s'acquitter de leurs obligations. Pourquoi cette sensibilisation? Qu'est-ce qui se passera si les délais n'est pas respecté? Réponse dans ce journal avec Dieudonné Lokadi, directeur général de la DGI. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous sur Télé 50. Commençons avec cette nouvelle. Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a été reçu mercredi par le chef de l'État Joseph Kabila après une série de rencontres avec les autorités et la classe politique congolaise. Pendant plus d'1 heure, ils ont parlé coopération bilatérale, sécurité, organisation des prochaines élections, dialogue entre la classe politique congolaise. Patinkiri. Pendant 1h15, le président de la RDC, Joseph Kabila, et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders, ont évoqué les questions de relations bilatérales et l'organisation des prochaines élections en RDC. Didier Reynders est également revenu sur ces différentes rencontres avec les acteurs politiques congolais ainsi que la société civile. La formation du gouvernement et les réformes au niveau des institutions étaient également au menu de cet échange. Les assurances quant à l'organisation des prochaines élections locales, municipales et provinciales, Didier Reynders les a reçues de Joseph Kabila. Tout d'abord, on a pu faire le point sur les relations bilatérales entre nos deux pays et je crois que ces relations sont excellentes. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Le Congo est le premier partenaire de coopération de la Belgique. La Belgique tient aussi au renforcement du secteur de la sécurité et de la santé en RDC, selon son ministre des Affaires étrangères. Plusieurs de mes collègues m'avaient d'ailleurs demandé d'insister sur le renforcement de la coopération en matière de défense, la formation des militaires, de police de proximité. Il y a des policiers belges qui sont présents pour le moment à Kinshasa, mais aussi en matière de santé. Je pense notamment en matière de prévention contre le sida ou contre d'autres maladies. Donc on a pu renforcer cette démarche. En cette période post-électorale et après avoir échangé avec différentes classes politiques, le diplomate belge prône aussi le dialogue pour la consolidation des institutions. J'étais heureux des entretiens que j'ai eus, j'en ai parlé avec le président. Je crois qu'il y a de plus en plus de responsables politiques au Congo prêts à prendre leurs responsabilités, dans la majorité comme dans l'opposition. J'espère que cela pourra se vérifier très vite par la mise en place du gouvernement. Je crois que la recommandation générale, c'est le dialogue, c'est de faire fonctionner de manière constructive les institutions, chacun jouant son rôle, en majorité, en opposition, et en ayant à l'esprit des réformes importantes qui vont devoir voir le jour. Didier Reynders, qui a terminé sa mission de 48 heures en République démocratique du Congo, repart avec le souhait de voir les deux pays collaborer davantage pour consolider et concrétiser les différents sujets abordés lors de son séjour sur le sol congolais. Sachez également que la mission d'observation électorale de l'Union européenne rend public ce jeudi son rapport final sur les élections du 28 novembre dernier en RDC. Le chef de cette mission, Maria Nedetcheva, l'a annoncé hier lors de la remise officielle de ce rapport au ministre congolais des Affaires étrangères Alexis Thabo Mwamba. Nedetcheva a réaffirmé l'indépendance et la neutralité de son institution tout au long du processus électoral avant de signaler que le dit rapport contient les conclusions et les recommandations relatives au déroulement de l'ensemble du processus électoral en RDC. La Direction générale des impôts poursuit sa sensibilisation auprès des assujettis de l'impôt sur les bénéfices. Les contribuables doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard demain, vendredi 30 mars. Mais alors, pourquoi une telle sensibilisation? Quel est l'essentiel du message à passer aux contribuables? Et si le délai n'est pas respecté, qu'est-ce qui se passera? Dieudonné Lokadi, directeur général de la DGI, répondait à ces questions mercredi dans l'édition de 19h. Il était reçu par Floride Zantoto. L'échéance de cette année tombe un samedi, donc ils sont tenus de pouvoir souscrire les déclarations au plus tard ce vendredi 30 mars 2012 et de payer l'impôt correspondant. Parce qu'en fait, ceux qui vont se présenter, ceux qui chercheraient à se présenter le samedi, ils pourraient ne pas avoir la possibilité de pouvoir payer les droits dus à l'État. Donc nous voudrions que tout le monde prépare ses déclarations et ne se présente chez nous que pour pouvoir les déposer. Et cette obligation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, concerne tous les contribuables, y compris les professions libérales et même les contribuables qui sont assujettis à l'impôt synthétique libératoire. Donc c'est l'ensemble des contribuables et l'ensemble de nos services seront ouverts le vendredi jusqu'à tard pour pouvoir recevoir ces déclarations.
Le deuxième message que j'ai est destiné aux contribuables qui sont en fait des assujettis à la TVA et qui avaient, au 15 février 2012, souscrit leur déclaration de stock. Et sur ces déclarations de stock, il y avait deux éléments. Il y a l'élément qui concerne le stock qui est destiné à être revendu et il y avait l'ICA qui concernait l'autre partie du stock. Alors, dans ce cas ? Oui, dans ces cas-là, l'information que nous voulions porter à leur connaissance, c'est qu'ils sont tenus de pouvoir inscrire les crédits ICA qui se rapportent à l'autre partie du stock, donc le stock qui n'est pas destiné à être revendu, sur leur déclaration, et cela doit venir en déduction de l'impôt sur les bénéfices de l'exercice de l'exercice comptable 2011, et cela en sus de deux acomptes provisionnels qu'ils ont eu à payer au mois de juillet et au mois de novembre. Installation et non remise et reprise mercredi à l'Office congolais de contrôle OCC. Jean-Pierre Mbala, le nouveau président du conseil d'administration, et Maurice Mbayo, le directeur général adjoint, assurant l'intérim. Écoutez-les. Et c'est une grande responsabilité morale, politique et en même temps pénale. Et c'est ça les sentiments que nous ressentons à ce moment-ci. Et c'est ça la mission et les défis que nous lançons d'accompagner la délégation générale de manière à ce que les missions de l'OCC puissent être accomplies d'une manière sereine. L'OCC, c'est un établissement public d'une importance stratégique que nous mettons sur le même pied que nos forces armées qui ont pour mission d'assurer l'intégrité du territoire national, notre police nationale, la sécurité intérieure et l'ANER dans le cadre des renseignements. Pour le temps de ce mandat, je voudrais m'efforcer que nous jouions un rôle plus grand encore dans le domaine des échanges commerciaux en ciblant les produits sur lesquels le gouvernement va porter son dévolu pour la compétitivité, pour que dans ce cadre-là, l'OCC, en tant qu'évaluateur de la conformité, sache appuyer cette action du gouvernement. Autre titre d'actualité, c'est ce jeudi que se clôturent les assises de la tripartite RDC Congo-Brazza HCR. Les ministres doivent se réunir pour statuer sur le rapatriement des réfugiés congolais de la République démocratique du Congo vivant au Congo-Brazzaville. Débutées depuis mardi, ces assises se tiennent au Grand Hôtel Kinshasa. En bref, au Congo-Brazzaville, 13 cas suspects de choléra dont un confirmé et un décès ont été enregistrés dans les sites des sinistrés dans les quartiers de Brazzaville. D'après le directeur général de la santé au Congo, Alexis Elirado Deketsa, cette situation du choléra n'est pas encore contrôlée parce que les actions doivent être transfrontalières. Toutefois, le Congo-Brazzaville prévoit une riposte à partir du 25 avril prochain, date qui coïncide avec la célébration de la semaine africaine de vaccination. Restons au Congo-Brazzaville où l'ambassadeur de la RDC dans ce pays, Christophe Muzungu, a séjourné durant 4 jours à Pointe-Noire dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur le modèle de vie et d'intégration à mener pour la communauté congolaise. Le diplomate, qui se doit de veiller sur sa colonie, les a rassurés sur sa disponibilité et leur a présenté les encouragements du chef de l'État, Joseph Kabila. Ayant séjourné durant 4 jours, du 23 au 26 mars dernier, dans la ville ponténégrine, l'ambassadeur Muzungu a, à son arrivée, présenté ses civilités au préfet et au maire de la dite ville. Ces derniers lui ont témoigné le climat de paix qui règne entre les populations RD congolaises et les autochtones. Dans la soirée, le représentant de Joseph Kabila au pays de Sassou Nguesso a offert un dîner à ses compatriotes et échangé avec ces derniers à bâton rompu. Avant de quitter Pointe-Noire, le diplomate s'est confié à la presse. Parler avec la base de la RDC qui habite à Pointe-Noire. Nous allons échanger, vous savez, je suis leur ambassadeur, je suis là pour eux. Nous allons échanger sur certains points, leur tenir informés de la situation politico-sociale au niveau de Kinshasa et prendre aussi la température, comment ils vivent ici, est-ce qu'ils sont en ordre avec l'administration congolaise qui nous a bien accueillis. Dernière étape de cette sensibilisation et tournée du chef de mission diplomatique de la République démocratique du Congo en République du Congo, le nord du pays. Notons que sa colonie est évaluée à environ 600 000 ressortissants pour toute la République.
Au Mali, on en sait un peu plus sur le président déchu, resté silencieux depuis le coup d'État militaire du 22 mars. Le président malien Amadou Toumani Touré a affirmé par téléphone à RFI qu'il se trouvait à Bamako et qu'il n'était pas détenu par les mutins. Dans l'entretemps, les chefs d'État de la sous-région se rendent à Bamako ce vendredi avec un seul objectif, contraindre les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Je me porte très bien. La seule chose qui me manque, c'est un peu de sport. Mais je me porte très bien. Et ma famille aussi. Je ne suis pas détenu par le mutin, je suis libre dans mon pays. Ce sont là les premiers mots qu'a prononcé lors d'un entretien exclusif accordé à RFI Amadi Toumani Touré, le président du Mali depuis près de 10 ans, lequel a été renversé par une junte militaire, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, qui lui reproche son laxisme face à la rébellion touareg qui sévit dans le nord du pays. À propos de la journée fatidique du coup d'État, ATT raconte. Je passais toute la journée sous les canons. Canons de chars, canons de véhicules blindés, toutes sortes de tirs étaient concentrés sur mon bureau, sur mon domicile et sur ma famille. Et au dire de certains, il ne reste plus rien. Tout est calciné. Celui que la France considère encore comme le président du Mali a déclaré suivre avec beaucoup d'intérêt les conclusions du sommet de la CEDEAO et souscrire entièrement aux propositions faites par le chef de l'État pour une sortie de crise dans le pays. C'est ce vendredi que tout le poids lourd de cette communauté de 15 États de l'Afrique de l'Ouest se rend à Bamako. Sur place, la délégation conduite par Alassane Ouattara tentera de persuader le putschiste de remettre le pouvoir aux civils. Déjà, on évoque le piste du speaker de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays en ordre de préséance. Ce dernier pourrait prendre le règne du pouvoir jusqu'à la tenue prochaine de l'élection présidentielle. Concertation entre les présidents des entités sportives de Kinshasa et les dirigeants des clubs de l'EPFKIN. Il faut sortir le football congolais de la crise et donc trouver une solution sur les points des divergences qui les divisent. C'était mercredi à l'hôtel de ville de Kinshasa, à Kadikulab. Encore une réunion de plus mercredi à l'hôtel de ville de Kinshasa pour sortir le football kinois de la crise qui les ronge depuis le démarrage du championnat le 14 mars dernier. Cette fois, c'était au tour du ministre provincial de sport que les dirigeants de clubs de l'EPFKIN et les présidents des entités sportives de Kinshasa se sont réunis. Objectif, mettre sur pied une commission de 30 personnes, dont 15 de la LIFKIN et l'EPFKIN, et 15 autres des ententes urbaines et cercles de jeunes, afin de trouver des solutions visant à sortir le football kinois de cette crise. Jusque-là, la décision est simple. Nous avons pensé, mais étant donné une matière technique, une fois de plus, nous avons créé une commission où les deux parties se retrouvent sous la supervision de notre chef de division de la ville. Mais à la demande de nos partenaires que sont les dirigeants des clubs, il vient d'être mis sur pied une commission paritaire et qui va commencer les travaux au sein du bureau de la Ligue de football de Kinshasa afin d'examiner ensemble tous les points divergents et essayer de trouver des solutions idoines afin que les championnats reprennent dans la ville de Kinshasa. Cette commission se réunira le vendredi et samedi prochain avant de rendre compte de leur résolution au gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, le lundi 2 avril prochain. Et puis en Europe, les deux derniers quarts de finale allés de la Ligue de champions de l'UEFA se sont disputés hier mercredi. Match nul de 0 but partout entre le Milan AC et le FC Barcelone. Dans l'autre match, Bayern de Munich a dicté sa loi à l'Olympique de Marseille, battu à domicile par 2 buts à 0. Retour